il n'y a pas plus chiant que les guénoniens et surtout les guénolâtres. Mais je te laisse continuer. Ben justement, moi j'allais te la poser cette question-là. Alors par contre, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Ils se branlent tous sur René Guénon. Voilà, ils se branlent. Et Julius Evola. Voilà. Qui sont pourtant. Pourquoi spécifiquement, alors tu la connaîtras peut-être mieux que moi, cette pensée de Guénon, oui, mais Speer, non. Voilà. Pourquoi Guénon? Ou Raymond Abellio aussi plus récemment. Pourquoi Martinez de Pasquali, silicionniste, et René Guénon, on y va quoi. C'est. Alors ça, voilà. T'as eu beaucoup de guénoniens, toi, dans ton parcours, qui t'ont fait chier? Non, mais je remarque à chaque fois que le seul auteur de la tradition qu'on pourrait qualifier ésotérique, même si lui-même rejetterait ce terme-là, c'est Guénon. Ça, par contre, Guénon t'en bouffe, quoi. T'en bouffe chez quasiment la moitié des mecs de ce mouvement-là. Et je me suis posé la question du pourquoi. Alors peut-être parce qu'il y a vraiment ce côté très fort de la retour à la tradition et que du coup, l'idée de tradition primordiale te le permet, ta réconciliation des catholiques et des musulmans. Peut-être que c'est là que ça devient utile. Voici seulement. Mais, alors il y a un mec qui dit Guénon et Evola, c'est super. Non, pardon, j'avais mal lu. Mais j'avais lu Guénon et Evola, ça va avec tout. Ouais, c'est peut-être pas faux, mais. Bon, moi, je me suis récemment. Enfin, je vais pas faire des histoires personnelles, mais j'ai une conclusion. Justement, j'ai une conclusion par rapport aux guénoniens, et j'explique ma théorie sur les guénoniens. Les vrais guénoniens, vraiment les gens qui pratiquent Guénon à un niveau, on va dire, justement, je parlais d'orthopraxie. Après, quelle que soit leur tradition, quelle que soit leur mouvance, qu'elle soit sunnite, qu'elle soit... voilà, bref. Moi, j'ai trouvé un prisme de pensée que j'ai repris du live que j'ai fait la semaine passée, sur l'analyse que j'ai faite du triangle noir. Donc là, on est dans un truc que Guénon aurait complètement critiqué. Ces fameux triangles noirs... J'admire juste une phrase dans le chat qui m'a pu revenir. C'est Ulrich qui dit les guénoniens, c'est l'UPR de l'ésotérisme. C'est celle-là il faut critiquer parce qu'elle est incroyable. Ils sont bons, désolé. L'UPR de l'ésotérisme. C'est pas mal. Bon, alors je vous explique moi ma petite théorie toute simple. J'ai parlé utilisant un truc complètement postmoderne qui est cette grille de lecture du triangle noir de la psychologie. Le concept d'intelligence fluide et intelligence cristallisée. L'intelligence cristallisée, c'est ce qu'on a vu avec notre cher ami Greg, c'est qu'on voit bien que dans le milieu, en tout cas, il a roulé sa bosse, il a lu, il a compris, il a synthétisé, et il en a fait lui-même, il a redigéré. Ça, tu peux prendre dans tous les domaines, que ce soit littéraire, comme avec Gilou, que ce soit dans le taoïsme avec notre ami Louis. Ok, en gros, c'est les lettreux qui s'accaparent n'importe quel sujet. Ça, c'est l'intelligence cristallisée. S'oppose pas vraiment, mais l'intelligence fluide, c'est la vraie intelligence, on va dire d'un point de vue pratique, d'un point de vue opératif, rationnel. Et je peux trouver des potes qui n'ont malheureusement pas eu un parcours scolaire, on va dire, grandiloquent, mais qui, étant propriétaires de leurs moyens de production, petits techniciens, monteurs sanitaires, maçons, n'importe quoi. C'est des gens avec qui je pratique les arts martiaux au haut niveau d'ailleurs. Ben, eux, ils ont cette intelligence fluide, c'est-à-dire qu'ils sont malins, ils se font pas baiser. Or, que j'ai vu des universitaires, nantis de titres, mais être d'une bêtise. Je parle même pas de politique, parce que maintenant, en plus, c'est d'autant plus opératif. Moi, je te parle de ma génération, des gens qui ont fait l'Uni dans les années 2000. Maintenant, effectivement, il n'y a pas plus con qu'un lettreux à l'heure actuelle qui bouffe à toute la merde. Mais même, intelligence cristallisée, c'est la littéraire, c'est la livresque, c'est la théorique. Et l'intelligence fluide, c'est cette intelligence qui va être, on va dire, logique. Le mec, c'est pas avec lui que tu vas parler de scolastique médiévale, mais putain, le mec, il te monte un meuble Ikea sans le mode d'emploi. Ok, il y a des gens comme ça. Je fais simple. Après, il y aurait encore une autre que le triangle noir ne parle pas, ce serait l'intuition. Il y a des meufs qui ont ni l'intelligence fluide, des teubés qui savent rien foutre avec leurs mains, la cuisine à la mythe, elles ont ni l'intelligence cristallisée, mais elles ont une intuition. Bref. Alors moi, écoutez, tout d'un coup, ça a fait je boum là-dedans, comme dirait dans SOS Fantôme. Je me suis dit, en fait, parce que vu que je me suis pris la tête avec des guénoniens, et j'ai remarqué qu'il y a un point commun avec ces gens, c'est que, admettons, dans l'ésotérisme, il y aurait un ésotérisme cristallisé et un ésotérisme fluide. Je vous explique. Ça, c'est du pur mandrill, c'est tout récent, ce concept. J'en ai parlé à Gilou il y a quelques jours. L'ésotérisme cristallisé,
c'est effectivement le mec qui a un parcours qui est tout à fait louable. Voilà, je parlais des gyrovagues qui vont de ministère en ministère, d'église en église, et il a roulé sa bosse, il arrive 40, 50 ans. J'ai vu des mecs de 60 piges avoir une intelligence ou un ésotérisme cristallisé assez impressionnant. Ces gens, généralement, j'aime les rencontrer, tergiverser avec eux. Et paradoxalement, en fait, je remarque, et je suis assez déçu, qu'il n'y a pas du tout l'ésotérisme fluide. L'ésotérisme fluide, c'est ma grand-mère italienne, paysanne, qui aurait peut-être rien compris à 80% du live qu'on a fait, même si on l'avait traduit à 100% en italien. Et pourtant, je te promets que dans sa pratique, non pas une orthopraxie, on va dire, sclérosée, mortifère et tout, vraiment la catholique italienne du nord de l'Italie, du Piémont, Mandril, il faut être gentil, il faut que tu sois gentil. Enfin, elle avait une foi et une humilité à croire vraiment au Padre Pio et tout ça. Bref, vous avez bien compris ce que j'essaie de dire. Il y a les geeks de l'ésotérisme et il y a les gens qui l'appliquent de manière la plus saine et sereine soit-elle, indépendamment de leur background intelligent. Et je refoue de nouveau l'intuition. Il y a des gens qui, dans la question de l'ésotérisme, en tout cas, on va dire des doctrines spirituelles, ont une intuition et qui voient et qui... J'ai vraiment des potes qui, c'est pas forcément des esthéticiens, mais des gens qui n'ont pas choisi de tradition, avec qui j'ai des super tchatchs, vraiment. Et au final, je suis sûr que s'ils avaient le temps, ils auraient pu lire et peut-être partager d'autres choses en plus. Donc voilà, il y a ces putains de guénoniens qui sont des sclérosés du cul, qui au final te parlent de la cuisine en tant qu'anorexique. Tu vois. Ok, ils ont défini toutes les épices. Ils vont voir même indépendamment les routes de la soie et les routes des épices. Ils arrivent à te cartographier toute l'histoire de l'ésotérisme. Et ils sont érudits, et j'en connais. Mais à la fin, la cuisine, c'est pas ça. La cuisine, c'est des saveurs, c'est du partage, et c'est aussi vraiment, j'en parlais avant avec l'agapé, mais l'amour. Merde, quand même, l'amour. Donc, moi, ça me fait marrer parce que j'ai remarqué que ces putains de guénoniens, au final, ils se comportent comme des gauchistes. C'est des élitistes à la con qui s'adoubent entre eux et qui sont chiants. Et au final, ils appliquent, admettons que ce soit des guénoniens chrétiens, ils n'appliquent pas du tout les vertus chrétiennes, c'est-à-dire l'humilité, le partage, le sincère amour du prochain. Enfin, les versets du Christ que ma grand-mère me disait, il faut aimer toi aime les autres comme toi-même, tout ça. Tous ces trucs qui paraissent tellement prêchi-prêcha, petit catholicisme, petit, comment on appelle ça, j'ai un blanc. Prêchi-prêcha, quoi. Grenouille de Bénétier. Voilà, pas grenouille de Bénétier, mais le petit, bref, ça va me revenir. Mais je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'au final, moi, les guénoniens, ce qui me font chier, c'est que moi, c'est comme avec les universitaires. J'étais avec un mec qui était, je vais pas nommer son nom, mais je pense pas qu'il mate mes lives, mais ce serait rigolo. C'est un type qui a fait 3 ans son terrain d'anthropologie au Népal, qui a fait tout un truc hyper intéressant sur les rapts des femmes dans les sociétés traditionnelles au Népal. Le mec complètement initié, il s'est fait des délires avec des chamans au Tibet. Le mec, il apprend les langues comme il veut. Désolé, je merde un peu avec le son. Voilà. Donc c'est un gars, vraiment. J'ai fait un accident avec ce type, avec une bagnole que je lui avais prêtée, avec une Jeep, un VV. On a réussi à exploser une bagnole qu'on avait louée. C'est comme par hasard avec ce genre de mec qu'on est parti sans rien dire. Moi, j'étais là, vas-y, arrête-toi. Vas-y, on y va, j'ai pas le temps. Effectivement, on déménageait le lendemain. On avait rempli la bagnole de tous ces bouquins. On allait juste acheter des cartons de déménagement. On a défoncé. C'est lui qui conduit. Ah, c'est comme. Vous allez voir, l'anecdote est drôle. Hein. Je fais un petit tunnel. Le mec était là. Oh putain, pied gaz, frein gaz, pied gaz, frère gaz. Oh putain, c'est pas comme quand j'étais en Himalaya avec ces vieux camions. Le mec, il me dit qu'il a conduit les vieux camions. Je vais tout à fait le croire. Là, il fait un accident comme un loser. On est parti comme des merdes. Comme par hasard. Cet exemple, à ce moment-là, j'ai compris. Je l'ai regardé. J'ai fait, putain, toi, t'as un doctorat en anthropologie, t'as étudié, t'es allé au Népal, t'as vécu comme un espèce d'hippie, machin, tu nous parles. Au final, en acte, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'avec mes potes avec qui je fais de la boxe anglaise, mes petits potes portugais, catho, il leur arriverait un dixième. C'est au pire des cas, si on est pressé, parce qu'on avait vraiment un déménagement à faire, on devait se casser à Utrecht en plus, on a fait Neuchâtel-Utrecht en Hollande, avec tous ses bouquins, tout son machin.
on aurait laissé un beau et fait un truc. Donc voilà, tout ça pour dire que intelligence cristallisée, ça ne vaut rien. Intelligence fluide ou ésotérisme fluide, ou simplement le cœur, le vrai, même s'il y a plein d'erreurs, même si, voilà, je prends l'exemple de ma mère, qui est une prof de rythmique, d'éveil corporel pour les enfants, qui est d'une certaine façon d'une facture complètement new age et synthétique. Il y a tous les bouquins du Dalai Lama chez ma mère, il y a du Krishnamurti, il y a du Christian Bobin, mais il y a aussi du Werber, c'est une immense bibliothèque de ces rayons spiritualité, ésotérisme de la FNAC, quoi. Parce que ma mère voilà, collectionnait les bouquins. Mais en même temps, j'ai quand même plus confiance en elle, même si quand je l'ai essayé de la faire découvrir Guénon, elle aime pas. Elle dit j'aime pas, je trouve ça froid. C'est pas une 68 art de 70 piges que tu vas faire comprendre, tu vas dématrixer. Même si elle est complètement dématrixée, je lui avais fait découvrir les meilleures vidéos à l'époque de Soral, quand il était encore audible. Elle avait trouvé excellent. Quand je lui fais écouter des trucs comme Teddy ou Papacito ou Tepa, elle avait trouvé. Donc elle est pas Red Pills vraiment, ça reste quand même une 68 art, mais elle est. Voilà. Mais dans ses actes, même si elle est complètement à l'opposé de notre ligne, d'une certaine façon, syncrétisme, machin un peu boulgi-boulga. Mais je la respecterai. Bon, je dis pas parce que c'est ma mère, parce que j'ai ses copines qui me cassent les couilles, mais qui sont exactement du même genre, qui vont parler de yoga, de retraite, de machin, enfin l'outrecuidance bourgeoise de la ménopause à son paroxysme. Mais au final, elles me font moins chier. Ces gonzesses, ces vieilles chouettes, que mes potes guénoniens, qui me pètent les couilles à me juger, à être dans l'anti-amour chrétien au final. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très excluant quand tu appliques à la lettre, ça a quelque chose d'extrêmement excluant, les hypothèses guénoniennes. J'ai du mal à considérer qu'on puisse le prendre les thèses de Guénon comme j'allais dire une exotérie, comme une discipline exotérique à part entière. On a l'impression que c'est ça pour certains, et là ça ne fait plus sens. Tu vois, ce n'est plus raisonnable du tout. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est un éclairage. C'est un autre éclairage. Et ensuite, une fois que tu l'as lu, tu vas à autre chose. Si tu adhères à un exotérisme, tu adhères à une tradition réelle. Mais les types qui sont à fond dedans, qui semblent appliquer Guénon comme on applique les évangiles, le Coran, la Torah, ce que tu veux, c'est vrai que c'est extrêmement excluant. C'est difficile de parler. Ouais. Justement, je rebondis pour Greg, parce que moi qui suis un artiste à la base, je suis un illustrateur, de toute façon, Guénon et Platon, en tout cas surtout chez Platon, je sais pas comment Guénon le verrait, mais c'est clair qu'on n'est pas dans la cité idéale, on est viré, les artistes, on n'a pas notre place. Le système guénonien ne voit pas la farce, ne voit pas l'humour, on se marre pas avec les guénoniens. Ils sont coincés du cul. C'est peut-être pour ça que ça a pris, ouais. C'est-à-dire ? Que justement, c'est très sérieux, quoi. Après, pour eux, justement, est-ce que... Ça a bien pris, parce que je te dis, mon interrogation, là, c'est toujours de comprendre pourquoi est-ce que cette dissidence qui a un rejet maladif pour tout ce qui est du domaine de l'ésotérisme épouse Guénon à ce point-là. Moi, je te posais la question, toi-même, tu n'as pas de réponse, je vois. J'essaie toujours de comprendre. On a mis en avant des pistes qui sont intéressantes. Bon, après, voilà, je pense qu'il y a l'idée de retour à la tradition, parce que dans un paradigme d'unification de tout le monde autour d'une religion primordiale, dès que tu as la notion de religion primordiale, ça permet de surmonter les disparités anthropologiques en fait réellement insurmontables, à moins qu'on ait vraiment un homme nouveau. Mais il y a un moment où le monde chrétien et le monde musulman ont des différences ontologiques de fond. Sur le rapport au cosmos, sur le rapport à l'être, sur le rôle de l'individu, sur la nature du sacré, du divin. Enfin, il n'y a pas de rupture de modernité dans le dogme islamique littéraliste. On reste à la loi du talion, elle n'est pas abolie. Bon, c'est une différence fondamentale. Il n'y a pas de monde d'après. Non, c'est sûr. Il n'y a pas de... Si tu veux, le discours qui dit bon oui mais nous on le reconnaît Jésus, c'est juste qu'on pense qu'il n'a pas été crucifié, qu'il est voilà, vous voyez, nous on le respecte. Oui non mais ça en fait t'enlèves le mythos, donc ça n'a aucun sens si tu veux. La mort et la résurrection c'est l'essentiel, c'est le sacrifice du bouc émissaire innocent et expiatoire où là carrément le bouc émissaire est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oui alors justement, Cosinus, rachat des péchés du monde.